Bonjour à tous. Nous allons commencer cette conférence intitulée « À la conquête du temps libre ». Je vais me charger d'animer les discussions. Je suis Isabelle D'Artagnan, docteur en histoire de Sorbonne Université. Alors merci à tous d'être là pour cette discussion sur une lutte sociale parmi les plus anciennes et les plus victorieuses de la gauche, c'est-à-dire la réduction du temps soumis à des nécessités, des aléas et un contrôle, notamment un contrôle qu'on appelle le travail dans le cadre du capitalisme, mais aussi du travail en tant qu'il est contraint par n'importe quel employeur, ça peut être l'État également, et un travail contraint par tout un ensemble de contingences dont mes camarades vont parler. Ça peut être aussi le travail contraint domestique, par exemple. Donc le temps libre, c'est cette extension de tout ce temps qui n'est pas contraint. Ça se définit d'abord négativement. Ça peut être dans la journée, avec les luttes pour la journée de 12 heures, de 10 heures, de 8 heures. Ça peut être dans la semaine, les 39, les 35 heures. Ça peut être dans l'année, les congés payés, par exemple, ou dans la vie. Le droit à la retraite à 60 ans, c'est aussi une extension du temps libre. Toutes ces luttes forment un continuum. Quelque part, le point commun, c'est qui décide de son activité et comment est-ce qu'on décide collectivement de l'organisation de toutes ces activités sur notre temps. Ça peut être des combats pour augmenter le temps de repos, ou bien pratiquer des loisirs, ou bien développer des formes de travail choisi. Le travail choisi, c'est également du temps libre. Et donc, il ne faut évidemment pas opposer de manière binaire, d'un côté, un temps de travail, et puis de l'autre, un temps parfaitement de paresse. Ce débat, il est extrêmement ancien, puisque les premières revendications datent des années 1830, donc en fait c'est consubstantiel du mouvement ouvrier, ça apparaît tout de suite. Ce sont les combats pour les luttes pour la journée de 12 heures qui est obtenue finalement en 1864. Et ensuite le combat pour les fameux 3-8, 8 heures de travail contraint, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos, 8 heures de sommeil, la journée de 8 heures obtenue en 1919. Cette question-là pose vraiment la tension de notre sujet, puisqu'on a d'un côté le droit à la paresse, défendu dès 1883 par le livre « Le droit à la paresse » de Lafargue, titre évidemment volontairement provocateur, et repris plus récemment par Sandrine Rousseau tel quel, comme expression. Donc c'est mettre l'accent sur le droit individuel au temps libre, le droit individuel de se reposer si on veut, de faire du loisir si on veut. Et puis de l'autre côté, l'autre partie de notre discussion, c'est la question de l'organisation de ce temps libre, et à ce moment-là de l'échelle collective et non individuelle. Cette échelle collective, c'est toutes les facettes des activités sociales et civiques proposées par la société. C'est le sport collectif, c'est le tourisme qui n'est pas forcément marchand, c'est la vie associative. Bref, c'est le temps libre à l'échelle sociale, c'est davantage la conception qui a été défendue notamment par les politiques publiques en 1936, en 1981. Quelque part, cette tension entre l'échelle individuelle qui est une sorte de démocratisation du loisir créatif, du loisir libre, de l'osium antique, qui d'ailleurs, quand cette démocratisation s'est faite, faisait scandale. Marc Bloch fait remarquer à la suite de 1936 qu'il entendait des bourgeois, je cite, « indignés que le manœuvre trouve loisir d'aller au cinéma comme le patron ». Donc ce loisir individuel est une conquête sociale de ces années 30, mais de l'autre côté, ce que voulait faire réellement Léo Lagrange, le sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs en 1936, c'était avant tout organiser ce temps de travail. Il disait, et je vais lancer les discussions avec cela avant que vous puissiez vous présenter, Léo Lagrange disait « Désormais, le temps du loisir et du repos l'emporte sur celui de la peine et du labeur. Par conséquent, une tâche parallèle s'impose, organiser ce temps. » Là, on a toute la question entre libération, émancipation de l'individu et du temps individuel, et puis qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? On le libère pour quoi faire ? Donc pour traiter cette discussion, on a décidé de le faire à la fois des travaux historiques et des travaux d'actualité, et se projeter dans la politique du temps libre aujourd'hui,
Donc on va avoir d'abord deux questions historiques et ensuite deux questions d'actualité. Donc je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre chronologique. Oui, bonjour à tous, toutes. Moi, je suis Fanny Gallo, je suis donc historienne et je suis co-animatrice du département d'histoire de l'Institut La Boétie. Et aujourd'hui, enfin là, tout de suite, je vais vraiment revenir sur mes propres recherches, puisque j'ai travaillé dans un premier temps sur les ouvrières en France depuis 1968, leur quotidien de travail professionnel et domestique, leur lutte, leur syndicalisation, leur rapport au féminisme, etc. Et puis maintenant, je travaille plutôt sur la question du rapport entre travail reproductif et mouvements sociaux, c'est-à-dire globalement le travail domestique qui est effectué dans la famille de façon non rémunérée et le travail professionnel qui est déqualifié dans la sphère professionnelle parce qu'on considère que c'est naturel pour les femmes d'effectuer ce travail et que du coup ça ne représente pas une qualification et donc du coup il y a une déqualification qui s'opère. Donc j'ai travaillé plus récemment sur le rapport, sur la prise en charge finalement des revendications qui se rapportent au travail reproductif et leurs articulations avec les mouvements sociaux, alors syndicaux, même la jeunesse agricole catholique féminine, ou enfin la JACF juste après 45, ou encore d'autres types de mouvements sociaux qui s'implantent dans les quartiers populaires après 45 jusqu'à aujourd'hui. Alors du coup, je vais vraiment me concentrer sur les femmes de classe populaire, ce qui est vraiment le cœur de ce que je connais, et la manière dont la question se pose pour elles, en particulier là, pour tout de suite mon intervention, puisque vraiment je vais me concentrer sur un petit point, dans les années 68, comment la question elle se pose du point de vue des femmes de classe populaire dans les années 68, et comment en fait, la première chose qui me semble vraiment essentielle à souligner, et d'ailleurs Isabelle le disait, c'est que le temps de travail domestique n'est pas du temps libre. Voilà, bon, mais déjà, c'est déjà affirmé c'est déjà clair dans ce que je suis en train de dire, parce que je considère que c'est du travail domestique. Le domestique n'est pas du temps libre, bien sûr. Et d'ailleurs, dans la manière dont il a été envisagé par le mouvement ouvrier, ça a été l'idée de ce temps de travail domestique, qui est une élaboration qui vient des années 70, c'est-à-dire toutes ces tâches qu'on effectue dans la famille au quotidien. Le soin aux enfants, le fait de se nourrir, le fait de se loger, le fait de laver les vêtements, etc. Tous ces éléments-là, en fait, sont nécessaires à la production et à la reproduction de la force de travail. C'était déjà des choses qui étaient élaborées par Marx et Engels au milieu du 19e. Et donc, c'est envisagé par le capital comme finalement un travail qui permet la reconstitution de la force de travail et qui est donc un temps de travail absolument nécessaire. Alors, dans un premier temps, principalement pour les hommes de classe populaire et puis aussi d'ailleurs pour les hommes et les femmes de classe populaire par la suite. Alors sur la question des années 68 en particulier, en gros je vais revenir sur 3 points. Le premier point sur le fait que le temps est vraiment une obsession en fait pour les femmes de classe populaire dans les années 68, ce qui conduit à des revendications, à l'élaboration de revendications et des campagnes du mouvement ouvrier autour du temps de vivre, et ce qui se traduit après par une fausse solution néolibérale qui est le temps partiel. Et je vais essayer d'ouvrir à la fin sur le rapport entre le temps et le cadre de vie dans les élaborations aussi des années 68, tout ça pour dire que la question du temps de travail professionnel et domestique ne peut pas se penser sans la socialisation justement de ce travail domestique, sans les services publics, sans le cadre de vie de façon générale dans lequel on se situe. Alors sur la question du temps comme obsession, pour
les femmes de classe populaire, il y a du coup évidemment le temps de travail professionnel et le temps de travail domestique qui se cumulent et auquel il ne faut pas oublier, et ça revient beaucoup dans les écrits syndicaux des années 68, le temps de transport qui peut du coup aussi rallonger quand même sacrément les journées. Et la génération sur laquelle je travaille conteste justement le fait d'être toujours obligé de courir, d'avoir l'impression d'être toujours obligé de courir. Alors, on est dans une période, dans les années 68, d'insubordination ouvrière, de contestation ouvrière importante, mais pas seulement d'ailleurs, aussi du côté des employés, et en même temps, comme vous le savez, d'effervescence féministe autour du droit à l'avortement et de la contraception. Et du coup, avec cette idée aussi de cette élaboration sur l'idée que ces tâches domestiques constituent un travail, et donc l'idée que, en définitive, ce qu'on vit, c'est une double journée de travail. Et on a des slogans qui disent, par exemple, travailler doublement et vivre doublement. Enfin, un peu cette opposition, cette mise en relation, en fait, du quotidien de travail professionnel puis de travail domestique, qui est vraiment largement dénoncée, y compris par les organisations syndicales qui, pour la plupart, à ce moment-là, ne se disent pas féministes. Alors, du coup, il y a ce temps de la journée et il y a aussi la contrainte du temps dans le travail. Donc moi, j'ai montré dans mes recherches sur les ouvrières qu'en gros, il y a une obsession du temps en 4 dimensions, c'est-à-dire le temps de travail dans la journée domestique et professionnelle, et la contrainte du temps qui pèse et qui d'ailleurs se répercute également dans le travail domestique. C'est-à-dire que la pression du temps dans le travail, le rendement, la discipline, la chaîne, qui est très largement dénoncée dans les années 68, l'idée d'en être réduite à être des robots, etc., produit des effets, y compris sur le travail domestique, avec l'idée de taylorisation des tâches domestiques que permet d'ailleurs, vous savez, Moulinex, qui, comme on le sait, libère la femme. En fait, le fait de multiplier les appareils électroménagers dans sa cuisine, finalement, ça favorise une forme de taylorisation et une contrainte du temps qui se poursuit, qui se répercute et qui ne cesse pas finalement du tout de la journée. Alors du coup, on a au quotidien, pour les femmes de classe populaire, des pratiques de réappropriation du temps qui se mettent en place et qui ne sont pas forcément revendiquées comme telles. Là, je ne suis pas sur le niveau de la revendication. Il y a l'idée de gagner du temps, l'obsession de gagner du temps dans la réalisation des tâches qui, dans les usines par exemple, est une manière de gagner du temps en faisant en sorte que ça ne soit pas récupéré par la maîtrise, parce qu'en gros, si on gagne du temps, les contremaîtres, la direction réduit les temps, puisque ça leur permet ensuite d'être davantage productifs. Donc il y a l'idée de gagner du temps tout en essayant de le cacher un peu. Et puis, et ça je pense que peut-être on va en parler là, je ne sais pas, puisqu'il en a été beaucoup question cet été, il y a l'absentéisme. L'absentéisme, c'est une pratique quotidienne des femmes de classe populaire de réappropriation du temps, qui a été analysée comme telle par les sociologues à l'époque, et une pratique qui est très largement dénoncée évidemment par les chefs d'entreprise, parce que voilà, j'ai pu travailler dans mes recherches sur la perception des chefs d'entreprise du travail féminin. Il y a eu une grosse enquête qui a été menée à la fin des années 70, et l'absentéisme des femmes, c'est vraiment un énorme problème. Il faut absolument trouver des solutions, et d'ailleurs le temps partiel en fera partie. Et donc en tout cas, l'absentéisme est clairement envisagé par nombre de femmes de classe populaire comme une réappropriation du temps, comme le fait justement d'essayer d'avoir du temps pour vivre. Il y a vraiment l'enjeu qui revient très souvent dans leur discours, le temps, j'ai pas de temps pour moi, avoir du temps pour soi, avoir du temps pour s'évader, avoir du temps de façon générale. Alors, évidemment, du coup, ça produit que dans le mouvement ouvrier, on élabore des revendications autour du temps de vivre. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que, évidemment, enfin, pas évidemment, mais en fait, il y a des débats stratégiques derrière cette revendication du temps de vivre à l'époque. Donc, la CGT, par exemple, dès les années 60, organise une conférence des femmes salariées. Alors, ils en font pas mal. Dans les années 70, il y a une accélération aussi avec le mouvement féministe.
qui est placé sous l'égide du temps et des moyens de vivre. C'est vraiment réfléchir ensemble à nos revendications et aux mesures à mettre en œuvre justement pour la réduction du temps de travail, sachant que justement la CGT en fait défend l'idée qu'il faut une réduction du temps de travail particulière pour les femmes du fait de leur fonction sociale de première valeur, là je cite, et par exemple ils défendent à ce moment-là la retraite à 55 ans parce qu'elle pour les femmes et pas pour les hommes, parce qu'elle correspond réellement à un besoin pour les travailleuses épuisées par une vie de travail à l'entreprise et la fatigue d'avoir porté, élevé ou plusieurs enfants, d'avoir assuré leurs tâches de ménagère, c'est-à-dire une revendication spécifique pour les femmes du point de vue de la retraite. Parce que du coup, là, je parlais du quotidien de travail, de la contrainte du temps dans le travail. Et bien, il y a aussi évidemment dans l'idée de la réappropriation du temps, dans l'idée du temps de vivre, la question de la retraite, qui est aussi absolument centrale. Alors, en revanche, la CFDT, qui n'était pas du tout la CFDT de maintenant, qui est une CFDT autogestionnaire et qui d'ailleurs est très en prise avec tout un tas de mouvements sociaux, écologistes et féministes à l'époque, même si... bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. En revanche, la CFDT refuse ces mesures spécifiques pour les femmes parce qu'elle considère que ça va accentuer justement les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais en même temps, l'organisation dénonce ce sentiment écrasant de ne pas avoir le temps, qui est du coup lié à la double journée de travail, et propose du coup une réduction du temps de travail finalement pour tous et toutes. Et du coup, elle propose plutôt des mesures compensatrices plus que des mesures particulières qui pourraient du coup accroître les discriminations. Alors parmi les mesures compensatrices, j'y reviendrai à la fin, mais il y a vraiment l'idée aussi de socialisation, etc. Alors face à ça, dans cette dynamique-là, toute cette réflexion et toute cette pression qui est portée par le mouvement ouvrier autour du temps de vivre, eh bien, on a une réponse patronale et gouvernementale qui se réfléchit dans les années 70 et qui finalement se met en œuvre et ensuite qui est très largement appropriée dans la deuxième moitié des années 80, qui est le temps partiel, avec l'idée de favoriser ce qu'ils appellent la conciliation. Alors je vous renvoie maintenant à plein de travaux de sociologues et ou d'historiennes qui ont montré en fait que l'idée de conciliation c'est une idée totalement illusoire. On peut parler d'articulation, mais c'est plutôt un enjeu de tension. Il n'y a pas de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Dans les années 70, du coup, cette idée de conciliation qui est portée donc par notamment le patronat s'inscrit dans un contexte de nouvelle politique familiale qui est plus fondée comme ça l'était après 45 sur l'idée du père actif et de la mère au foyer, mais qui essaye de croiser politique familiale et politique de l'emploi sans évidemment se poser la question de l'activité masculine, sans remettre en cause de quelque manière que ce soit l'activité masculine, mais bien sûr en se posant principalement la question de la conciliation pour les femmes, parce que vous savez bien que ça ne concerne pas les hommes. Voilà. Et donc c'est une politique qui est très largement accréditée par le CNPF, l'ancêtre du MEDEF, qui du coup écrit par exemple en 75 que le temps partiel serait vraiment super parce que ça permettrait aux femmes de mieux s'organiser et puis ça pourrait aussi répondre à leurs problèmes d'absentéisme qu'ils n'arrivent pas trop à gérer. Et donc du coup voilà, je ne vais pas peut-être rentrer trop dans les détails, mais il y a une première loi qui autorise le temps partiel dans le secteur privé dans des cas limités au début des années 70. Et puis malgré en fait la mise en cause de ce temps partiel qui est en train de se mettre en œuvre par Mitterrand, c'est de fait, malgré le fait qu'il s'y était opposé dans la période antérieure, les socialistes reprennent donc cette revendication et du coup la mettent en œuvre au début des années 80. Alors même que les organisations syndicales, alors notamment la CGT et puis un peu moins la CFDT, parce qu'il y a des évolutions qui sont en cours pile au tournant des années 80. Donc bien que la CGT s'y est très 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 fortement opposée, et aussi la CFDT, mais dans la période un peu antérieure. Et donc ce temps partiel est mis en place. Au départ, il est dénoncé, et puis en définitive, à la fin des années 80, il est plébiscité. Alors pour terminer,
je disais que en fait, en parallèle de cette réflexion autour du temps de vivre, du temps de travail, de la réduction du temps de travail, notamment pour les femmes de classe populaire, s'élabore une réflexion autour du cadre de vie. Et j'en parle là parce que, en fait, je trouve qu'on a un peu oublié toute cette effervescence des années 70 qui pourrait aussi nous aider à penser le présent. En gros, la CFDT écrit par exemple « À quoi bon la réduction journalière, hebdomadaire ou annuelle du temps de travail si le temps gagné sur l'entreprise est absorbé par l'accroissement des délais de transport, par exemple ?» Et donc, en fait, l'idée, donc les délais de transport, mais il n'y a pas que ça. Et la CFDT explique, quand elle est réfléchie autour du cadre de vie, mais il n'y a pas que la CFDT, il y a du syndicalisme familial et résidentiel qui est assez massif pendant cette période-là. Par exemple, la Confédération syndicale du cadre de vie qui organise les gens dans les quartiers populaires sur tout un tas de questions, sur la cherté, sur la vie chère, sur la construction d'une autoroute, sur le fait qu'il y ait une garderie ou qu'il n'y ait pas de garderie dans le quartier, tout un tas de questions qui activent en dehors de l'entreprise, finalement, tout un mouvement populaire. Il y a la Confédération syndicale du cadre de vie, mais il y a aussi la Confédération syndicale des familles, des organisations qui sont issues du catholicisme social, mais qui ont rompu avec cette orientation catholique à ce moment-là, en tout cas. En gros, donc cette idée du cadre de vie fait qu'on se pose la question du temps de travail et de la réduction du temps de travail, et en même temps de la qualité de vie de manière non disjointe, en fait, de manière totalement articulée. Et donc, du coup, il s'agit d'organiser la société, par exemple, pour que toutes les tâches ménagères soient réduites au strict minimum, prises en charge par les services collectifs, ce qui permettrait aux femmes qu'elles travaillent professionnellement ou non, de se libérer, de gagner du temps, mais de gagner du temps pour soi, du temps pour s'évader, pas de gagner du temps pour reconstituer la force de travail, de se libérer de toutes ces occupations qui, en définitive, ne sont jamais terminées et puis se reproduisent aussi, d'ailleurs, quotidiennement. Et donc, du coup, ça conduit ces organisations à développer des revendications autour des services sociaux, des crèches, des garderies, des services d'aide familiale qui peuvent correspondre aux horaires professionnels, notamment des mères de famille, mais une façon, en fait, de libérer du temps, mais ancré aussi dans le territoire, ancré aussi dans une approche qui se pose la question, finalement, de la qualité de vie et du cadre de vie. Et je pense que c'est aussi un peu vers ça, si on a un peu des leçons à tirer, parce que c'est un peu aussi l'intérêt de l'histoire dans une perspective histoire par le bas, histoire populaire, c'est quel questionnement stratégique ça peut nous permettre d'envisager, histoire de ne pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Peut-être on gagnerait aussi à intégrer ces questions autour du temps libre dans une perspective plus large autour du cadre de vie. Merci Fanny pour ces questions de conceptualisation nouvelle du temps libre dans les années 1960-1970. Je vais avancer dans le temps en traitant la question d'un échec politique autour du temps libre. Alors, échec relatif tout de même, c'est la gauche au pouvoir en 1981-1983 avec l'expérience du ministère du temps libre, qui a existé uniquement pendant ces 2 années. Ensuite, Anne, tu nous parleras des 35 heures autour de l'an 2000. Puis ensuite, Audrey, des questions d'aujourd'hui, des débats actuels sur le temps libre. Alors, dans le portrait que vous a fait Fanny de la société française, enfin des questionnements autour du temps libre dans les années 1970, on est dans un contexte où les Français et les Françaises travaillent 40 heures par semaine, ils ont 4 semaines de congés payés, la dernière a été votée sous Pompidou, et ils ont des journées de c'est 10 heures, puisqu'il y a eu un recul sur les 8 heures, et c'est dans ce contexte-là que la gauche gagne en 1981. Et donc on arrive à un moment où on a
plus de 10 ans, en fait des décennies de réflexion sur le temps libre, avec par exemple la fondation Léo Lagrange, qui a été fondée par Pierre Mauroy en 1950 et qui tente de prolonger l'initiative autour des sports et de l'organisation collective du temps libre du ministère du Front populaire. Pourtant, ce gouvernement Mauroy va éclater la gestion du temps libre dans une diversité de ministères. Ministère de la Culture de Jack Lang, ministère du Temps libre avec André Henry, secrétariat d'État au sport et secrétariat d'État au tourisme, au moins. Et un Premier ministre qui s'occupe aussi de la question, hein, Pierre Mauroy. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a gardé de cette expérimentation? C'est la question que j'aimerais poser. Pourquoi ça a été un échec? Est-ce qu'il faut tourner le dos à cette politique? Et est-ce que ça a signé la fin de tentatives de politique publique sur le temps libre ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait reprendre cette question? Alors, quel était ce projet de ce ministère tout à fait étrange, du moins pour l'opinion publique de l'époque? Le projet assumé par tous les acteurs, que ce soit François Mitterrand, André Henry, le ministre, ou Pierre Mauroy, c'était de prolonger le Front populaire et les tentatives de ce moment qui était considéré comme fondateur pour le PS de 1981. La référence à Léo Lagrange était constante, quasiment toutes les semaines, dans l'entièreté des discours de ces différents acteurs, dès qu'ils parlaient du temps libre. Donc l'idée fondamentale était de développer des activités non lucratives, non marchandes. C'était très important pour André Henry. Il ne s'agissait pas de développer, par exemple, le sport professionnel marchandisé avec billetterie, etc. Des activités non lucratives qui ne régentent pas les loisirs, c'est-à-dire qui n'imposent pas de faire telle ou telle chose sur le temps libre, mais qui proposent et qui visent l'épanouissement individuel et ce qu'on appelait à l'époque la joie collective ou la joie civique. Concept un peu difficile à définir qui vient de l'organisation notamment du sport dans le premier XXe siècle. En fait, c'était une conception du temps libre qui se pensait comme l'inverse du temps libre organisé dans l'Italie fasciste notamment, servant pour ainsi dire de contre-modèle, mais également pour les jeunesses hitlériennes. On n'est pas loin, on est avec des acteurs qui ont connu cette période. C'est-à-dire des temps libres où l'État vous dit directement à telle heure vous faites ci, à telle heure vous faites ça, vous allez voir ci, vous développez telle activité physique, etc. Il s'agissait de développer une offre, pour ainsi dire, de temps libre non lucratif, et puis ensuite chacun s'en saisit. Donc André Henry ne voulait le résumer sous 3 axes. Premièrement, proposer des activités. Donc, c'est par exemple la campagne qu'il a lancée en 1981 qui s'intitulait « Découvrez la France ». Donc, Découvrez la France, c'était une campagne publicitaire qui montrait aux gens la Creuse, la Corse, parce qu'à ce moment-là, les vacanciers allaient plutôt directement sur la plage, et c'était déjà le tourisme de masse de la baignade. Donc il essaye de diversifier les lieux, et puis à chaque fois qu'il se déplaçait auprès des maires et des collectivités locales, il leur disait « Partout où vous avez un plan d'eau, aménagez-le, et faites que n'importe qui, qu'il vienne de 5 km, de 100 ou de 200, puisse y trouver un bon moment, ne serait-ce que l'espace de quelques heures. » C'était ça l'idée. L'idée, c'était de mettre en tourisme, mais au sens très large du terme, toute la France. Toute la France, pour que partout, il y ait du patrimoine à voir et une manière d'organiser et de rendre intéressant son temps libre. Le deuxième axe de ce projet, c'était de donner les moyens aux gens de partir en vacances, les moyens matériels, les moyens financiers. André Henry disait « Léo Lagrange a donné le droit aux vacances ». Effectivement, il a créé les congés payés. Donc vous avez le droit de partir en vacances. Moi, je veux donner les moyens de partir en vacances. C'est bien d'avoir le droit d'aller en vacances, mais si vous n'avez pas l'argent pour ce faire, c'est tout à fait impossible. D'où la création, et c'est en fait ce qu'il nous reste dans notre société de ce ministère du temps libre, d'où la création des chèques vacances.
les chèques vacances. D'ailleurs, il voulait mettre en filigrane. Il y a quelqu'un du cabinet qui avait proposé à André Henry de mettre sa tête en filigrane sur les chèques vacances pour qu'on se souvienne de lui. Bon, il a refusé. Mais c'est le dernier objet du ministère du Temps libre qu'il nous reste. C'est un peu la même idée que les congés payés. C'est le patron, c'est l'employeur qui paye une partie des vacances des employés. Le troisième axe, c'était l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'était pour ainsi dire un gros mot en 1980, c'était tombé en désuétude. On est plutôt sur cette période de l'énergie individuelle, de la créativité individuelle mise en avant, de la créativité. L'idée d'éduquer, de faire de l'éducation populaire de masse était passée de mode. Et donc en fait, c'est toute une initiative sur la vie associative, notamment. Bon, ce projet, il est bien beau sur le papier. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Puisque du ministère du Temps libre, on ne parle jamais et il en reste quasiment rien. Pourquoi ça a été un échec? En fait, ce n'était pas un échec de projet, quoique son projet était tellement inspiré de 1936 qu'il était quelque peu en décalage avec tout ce dont tu as parlé, hein, et avec les projets syndicaux, dont il ne reprenait pas suffisamment à mon sens. Donc il n'était pas beaucoup inséré dans sa propre époque, à vouloir trop calquer 1936, mais surtout, le ministre s'est heurté à tout un tas de remparts techniques, de difficultés techniques qui tenaient à une panoplie de considérations parfois extrêmement mesquines. Mais ça fait aussi partie de la politique. Alors, quelles étaient-elles? Tout d'abord, il y a la manière dont ça s'est fait. C'était un ministère complètement improvisé et sans aucun moyen. C'est-à-dire que François Mitterrand, qui a contrôlé l'entièreté de la création de, ce de tout le gouvernement, et qui a décidé seul, sans demander quoi que ce soit à Pierre Mauroy, essayer de donner un portefeuille au secrétaire général du syndicat des enseignants, la FEN, qui était un instituteur nommé donc André Henry. C'est ce gars-là qui finit ministre du Temps libre. Il s'agissait de récompenser les enseignants pour leur soutien à la campagne, hein, très certainement. Donc Mitterrand lui propose d'abord le ministère de la fonction publique. Il refuse en disant « Ah ben non, je ne vais pas être chef de mes copains. D'un point de vue de mon passé syndical, c'est compliqué. » Bon. Ensuite, Mitterrand lui propose le ministère du Travail. Il refuse aussi. Et puis, à force, il y a un dernier rendez-vous qui dure, d'après André Henry, 2 minutes. Et entre deux portes, Mitterrand passe et lui dit la phrase suivante « Voulez-vous prendre la tête de ce ministère ministère du temps de vivre, ministère du temps libre ?» Donc André Henry fait « Oui, d'accord ». Et puis hop, Mitterrand s'en va. Et en fait, ensuite, il se rend compte que ce poste, ministre du temps libre, a été privé de ses directions. Pourquoi? Parce que Mitterrand y a accolé 2 secrétariats d'État qui sont intégrés au ministère du Temps libre. Edwige Avis, qui est secrétaire d'État des Sports, et qui est une très fine et brillante politicienne d'ailleurs. Et François Abadie, secrétaire d'État au tourisme, qui était maire de Lourdes. Ce qui fait que, d'un point de vue purement organique, André Henry se retrouve en fait à la tête d'une seule direction, celle de la vie associative. Toutes les autres directions sont données aux 2 secrétariats d'État. Et donc, ça voudrait dire qu'il devrait s'imposer en tant que tutelle de ces secrétaires d'État. Ce qu'il n'arrive pas à faire, ce qu'il ne veut pas faire, et ce que de toute façon, quelqu'un comme Edwige Avis refuse d'emblée et explicitement. D'ailleurs, il va s'enterrer dans le ministère de la Marine. André Henry met son bureau dans le ministère de la Marine à la place de le mettre dans la maison de la radio, parce qu'il avait peur de piétiner Edwige Avis, mais du coup, Edwige Avis fait ce qu'elle veut et ne lui en réfère en rien. Et d'ailleurs, Avis lance à ce moment-là une politique de développement du sport professionnel et marchand qui va marquer les années 80 et 90 et qui est complètement l'inverse de ce que voulait faire André Henry. Bon. Et puis, il y a le problème de la concurrence extérieure. On lui vole ses dossiers, tout simplement. Le plus bel exemple de ça, c'est la fête de la musique. La fête de la musique, vous la connaissez, vous mettez quel nom dessus? Vous mettez Jacques Lang. Et bien en fait, la première fête de la musique, le 10 juin 1981, a été pensée et lancée par un certain monsieur André Henry, à la place de la République. Ça a été un notable succès. Il y avait un certain Jacques Lang qui passait par là, qui a trouvé ça très joli et qui l'a félicité.
Donc André Henry était content. Et en fait, un beau jour, il s'est rendu compte que parce qu'il n'avait pas suivi ce dossier en bon politicien, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas suivi au jour le jour, eh bien Jack Lang n'avait pas arrêté d'en parler, de le préparer, d'en discuter avec François Mitterrand, et avait complètement récupéré le dossier. Et en fait, la finesse de Jack Lang, que André Henry appelle le requin des années 80, c'est d'avoir réussi à imposer sa vision beaucoup plus en phase avec la société, d'une culture et d'un temps libre flamboyant, artistique, créatif, joyeux. Et c'est le temps libre des années 80, c'est Jack Lang. Donc il a complètement aspiré la thématique de ce ministère et l'a intégré à la culture. Mais il y avait aussi des gens comme Laurent Fabius au budget qui ont combattu pied à pied les chèques vacances alors qu'ils l'avaient soutenu par une proposition de loi quelques années plus tôt quand le PS était dans l'opposition. Bon, les autres dossiers sont récupérés par d'autres. André Henry pensait qu'il allait s'occuper des 35 heures, devenues les 39 heures. Non, ça va au ministère du Travail. Il pensait qu'il allait s'occuper de la retraite à 60 ans, puisque c'est une augmentation du temps libre. Non, ça va au ministère du Travail, etc., etc., etc. Dernier point qui explique l'échec. En bon syndicaliste, André Henry ne s'était entouré que d'un cabinet de syndicalistes et de gens de la société civile. Il avait trouvé ça intéressant en se disant que ça allait être en prise avec la vie associative, etc., la vie du travail qu'il voulait stimuler. Sauf que du coup, il n'avait personne des grands corps, aucun administrateur, aucun énarque, etc. Donc en fait, fonctionnellement, ça veut dire que son administration était coupée du monde, n'avait ni bouche, ni oreille, ni yeux dans tout ce qui se passait dans les autres ministères. Il ne comprenait rien à ce qui se passait parce qu'il n'avait pas d'énarque pour lui raconter ce que les autres énarques disaient dans les ministères. Bref, on est sur quelqu'un qui n'a pas compris la chose politique dans sa matérialité méprisable ou méprisante, hein, pour ainsi dire, mais sans laquelle on ne peut pas porter les dossiers et sans laquelle on ne peut pas faire de politique. Dernière chose, un barrage de droite, mais pas seulement, un barrage médiatique contre le ministère du Temps libre tout à fait extravagant, selon deux axes. D'un côté, c'est l'Union soviétique, on va nous forcer à faire du sport de 8h du matin à 9h du matin. Et c'est l'État qui va régenter nos loisirs. Et puis, donc ça c'est la presse conservatrice principalement, mais même la presse centriste ou de gauche ne comprenait rien à ce ministère. Le Monde titre « Un ovni de la République ». Le Canard enchaîné est sur le même ton. Et puis André Henry raconte qu'énormément de maires qu'il rencontrait ne comprenaient rien non plus à ce ministère. Il cite un maire local. « Je ne sais pas quoi faire. Vous me parlez du temps libre, mais pour faire quoi? C'est du temps perdu. » Et c'était quelqu'un de tout à fait de bonne volonté qui essayait de comprendre avec le ministre quoi faire. Le dernier axe qui fait que la société n'a pas compris, c'est l'idée, le ministère de la paresse, le ministère de la fainéantise. Et en fait, c'est, on va dire, l'autre côté du spectre hein, qui l'a emporté. Alors, par exemple, il y avait un beau dessin dans Le Figaro, en 1981, qui s'intitulait « Le ministère du temps libre au travail », avec un petit professeur assoupi sous un arbre, et une pile de documents dans lesquels on pouvait lire notamment le droit à la paresse de Lafargue. Bref, aucun soutien en interne, aucun soutien en externe. Alors que faire de tout ça? Qu'en reste-t-il? Et comment l'appréhender nous-mêmes? Il en reste un ministère des Sports, institutionnalisé, qui est en fait un abandon de la politique du temps libre, puisqu'en s'institutionnalisant, c'est devenu un ministère, pour ainsi dire, néolibéral, dont l'objectif est de créer des joueurs professionnels et de ramener le plus de médailles possible. C'est Macron qui va engueuler les joueurs professionnels parce qu'ils n'ont pas assez ramené de médailles, donc c'est pas rentable votre affaire. C'est vraiment l'inverse de la pensée non marchande à l'origine du temps libre. Quelque part, la droite a imposé un discours politique. C'est le discours de la valeur travail. Et il faut que nous constations à gauche que nous avons perdu ce discours-là et cette question-là. C'est-à-dire que dans la tête de la droite, il y a la valeur travail, c'est en fait le temps contraint. Et comme c'est le temps qui a le plus de valeur et le seul temps valorisé, il faut augmenter cette contrainte. Et il faut qu'on soit en entreprise le plus longtemps possible, tout au long de la vie et tout au long de la journée. Et tout ce que vous faites en dehors de l'entreprise, c'est de la fainéantise. Ça n'a aucune valeur. C'est pour ainsi dire le jeu de mots qui était adoré par la droite en 1981, qui disait la gauche veut faire la valeur des vacances, mais c'est une vacance des valeurs.
les vacances n'ont aucune valeur. Bon, je pense qu'il faut se battre pied à pied sur ce terrain-là, hein, et rappeler que le temps libre, c'est pas juste dormir dans son lit, même si on a tout à fait le droit, et se reposer, ça fait partie de la vie humaine, et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi tout un tas de temps collectif à organiser. Alors, si il fallait penser ça au XXIe siècle, si on refaisait un ministère du temps libre, pourquoi pas ? Moi, je pense que ce serait intéressant. Mais à ce moment-là, il faudrait le penser de manière interconnectée. Il faudrait le penser comme le ministère qui s'occupe de la retraite à 60 ans, le ministère qui s'occupe des 32 heures. Et puis le ministère qui chapeaute aussi le secrétariat d'État au numérique. Parce que ce serait le ministère aussi qui s'occuperait de toutes les questions du jeu vidéo, des réseaux sociaux. Et affirmer contre Macron, qui nous dit que le jeu vidéo provoque de la violence, ce qui est complètement imbécile, réaffirmer qu'au contraire, le jeu vidéo, c'est une nouvelle activité du temps libre qui crée du lien social, qui crée du lien civique. Exactement comme les réseaux sociaux le font. Et il faut embrasser ce XXIe siècle aussi dans sa modernité, à la place de revenir à des discours d'un autre âge qui, à chaque fois qu'il y a une nouveauté sociale, nous dit ça provoque de la violence, c'est les jeunes qui font n'importe quoi, etc. Donc il y a quelque chose à faire, à mon sens, comme une sorte de ministère qui serait un jumeau bénéfique du ministère du Travail. Le ministère du Travail a pris une place centrale dans notre société en s'occupant de dossiers qui ne sont pas les leurs. Et il faudrait le recantonner au travail contraint pour réémerger cet espace du temps libre et refaire une politique du temps, une politique de contrôle du temps, et ainsi permettre ce qu'on pourrait appeler un osium pour tous, c'est-à-dire un loisir qui a une valeur humaine pour tous. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Anne. Alors, Anne Edou, je suis économiste au CNAM, donc ça va être un regard un petit peu différent des regards de mes collègues historiennes. Et je vais partir, moi, des politiques de l'emploi, hein, puisque précisément, les questions de temps de travail, c'est peut-être plus près le micro, je vais parler des politiques de l'emploi, puisque précisément, les questions de temps de travail ont été traitées depuis, disons, au moins depuis le début des années 80, enfin en tout cas la période qui m'intéresse, par le ministère du Travail, et avec une place très importante qui a été donnée aux réflexions économiques. Alors moi, je vais revisiter l'expérience des 35 heures, puisque c'était une expérience de réduction du temps de travail qui aurait dû donner davantage de temps libre. Alors, pour la pensée économique dominante, l'arbitrage que font les travailleurs, il se fait entre le travail ou le loisir. Donc, il y a cette idée implicite que quand on ne travaille pas, déjà, c'est volontaire et c'est qu'on a préféré le loisir. Hein. Donc, c'est une vision quand même très particulière qui soutient une bonne partie de la pensée économique. Donc, je revisite cette expérience des 35 heures. L'intérêt qu'il y a à le faire, on va le voir tout à l'heure, c'est que précisément, ce qui fleurit aujourd'hui, c'est des expériences de semaines de 4 jours qui sont d'ailleurs pas toujours de la réduction du temps de travail. Et l'intérêt aussi de revenir sur les 35 heures, c'est que c'est une politique qui a été très évaluée, précisément parce qu'elle était très controversée. Au moment où Martine Aubry a annoncé la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, le patronat de l'époque, qui s'appelait encore CNPF, a changé de nom, il est devenu le MEDEF, et il a mis à sa tête quelqu'un qui avait la réputation d'être un tueur, Ernest-Antoine Seyer, et qui a lancé comme ça un grand mouvement d'opposition au gouvernement. La politique des 35 heures, par ailleurs, c'est une politique qui a été assez largement abandonnée par la gauche pendant très longtemps, avec finalement, comme si la droite, avec l'idée qu'on avait perdu la valeur du travail, avait un peu gagné, ce qui était une idée portée aussi par le patronat, alors même que les évaluations montraient un bilan plutôt honorable, qui n'a pas été tellement revendiqué à gauche. Mais si on regarde du côté du temps libre, c'est quand même un peu décevant, hein, parce qu'on a travaillé un peu moins, mais tout le monde n'y a pas gagné en qualité de vie. Donc je vais revenir un petit peu sur ce bilan avec un regard d'économiste. Déjà, d'abord,
qualifier la politique des 35 heures. C'est une politique de partage du travail. C'est pas le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy qui s'opposait vraiment à ces politiques de type de 35 heures. C'est travailler moins pour travailler toutes et tous. Et le creuset des 35 heures, c'est quand même toute cette période des années 80 qui était une période de chômage et où la politique de l'emploi, elle s'est beaucoup pensée comme une politique de création d'emplois. Je pense par exemple au temps partiel où on a oublié la question de l'égalité entre les femmes et les hommes quand ça a été mis en place dans les années 80. L'idée, c'était vraiment, en tout cas l'idée des économistes, c'était finalement, si on crée des miettes d'emploi, alors bien sûr on ne le disait pas comme ça, si on crée du temps partiel, un point de croissance va générer davantage d'emplois. Il fallait enrichir la croissance en emploi. Et puis à côté de ça, il y a eu des discours qui ont fini par gagner même les syndicats, consistant à dire que ça allait permettre aux femmes de mieux concilier le travail et la famille. Finalement, au début des années 90, on s'aperçoit qu'il y a une pauvreté laborieuse qui augmente et que le temps partiel, c'est précaire, que c'est inégalitaire. Et ça peut expliquer aussi que la gauche ait défendu cette politique qui était les 35 heures, où par opposition au temps partiel, qui est de la réduction individuelle du temps de travail, les 35 heures, c'est une réduction collective du temps de travail. On modifie la norme de la durée du travail pour tout le monde, les hommes, les femmes. Donc c'était pensé, en tout cas c'était des discours comme une politique égalitaire, même s'il ne suffit pas de réduire le temps de travail pour qu'on arrive à l'égalité, loin de là. Donc on va basculer dans les années 90 d'une politique dans les années 80 du temps de travail qui a misé sur le temps partiel. Et de fait, le temps partiel s'est énormément développé. Le taux de temps partiel des femmes, il est passé de 17% à la fin des années 70 à 34% au début des années 90. Il a doublé. Pendant ce temps-là, leur taux d'emploi a à peine augmenté. La tendance de croissance du taux d'emploi des femmes est restée la même. Donc ça n'a pas boosté l'emploi. Voilà, ni des femmes ni des hommes. La première inversion, c'est la loi Robien en 96. Donc c'est pas la gauche, c'est la droite, même s'il y avait des réflexions. Voilà, c'était une loi incitative, donc pour inciter les entreprises à réduire collectivement le temps de travail sans modifier la durée légale du travail. Ce qui va changer avec Aubry, c'est qu'on modifie la durée légale du temps de travail et pour comprendre, et alors cette loi Aubry, en fait, la réduction du temps de travail, elle est de très courte durée, puisque en fait, elle est mise en place. Les deux lois Aubry, c'est 98 et 2000. 2000, sachant que le passage est en 2002 pour les petites entreprises, et dès 2003, c'est la droite, loi Fillon. On va détricoter, et ça va durer des années, on va détricoter petit à petit les 35 heures. La durée légale reste à 35 heures, mais comme on allonge les possibilités d'heures supplémentaires et qu'on réduit le coût des heures supplémentaires pour l'employeur, en fait, il est possible d'utiliser la main-d'œuvre plus longtemps que 35 heures sans payer beaucoup plus. Alors, 2 mots sur la préparation de la réforme des 35 heures, parce que ça donne une idée des objectifs, parce que vraiment, il y avait des discussions d'économistes dans toutes les années 80 et 90, des évaluations avant les 35 heures, pour essayer d'estimer les emplois créés. Les arguments, c'était pour qu'il y ait du partage du travail, c'est-à-dire pour qu'on crée des emplois, il faut que la baisse de la durée légale du travail se traduise par une baisse de la durée effective du travail, c'est-à-dire que vraiment, dans les entreprises, on passe de 39 à 35 heures et que ce ne soit pas des heures sup. Ce n'était pas une évidence. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de gains de productivité. Parce que si, c'était déjà le raisonnement de Marx, si on baisse la durée du travail mais que la productivité augmente, en fait, on n'a pas besoin de recruter. Donc voilà, il y avait vraiment ces questions-là. Il ne faut pas que le travail s'intensifie trop et il faut que les gens travaillent vraiment moins. Il y avait une question qui était comment on va partager la valeur ajoutée, c'est-à-dire est-ce que c'est les capitalistes qui vont payer, qui vont voir leur profit réduire parce qu'on maintient les salaires, ou bien est-ce qu'on va réduire les salaires? Bon, en fait, il y a eu une compensation salariale totale.
parce que c'était inimaginable, bien sûr, de baisser les salaires, mais il y a eu un gel des salaires pendant quelques années. Et puis enfin, dernière question, pour alléger la charge pour les entreprises, puisque c'était eux qui allaient payer, on a proposé plus de flexibilité du travail, donc des temps de travail négociés, l'annualisation, etc. Et puis une baisse des cotisations sociales payées par les employeurs. Donc il y avait vraiment toutes ces réflexions-là. Il ne s'agissait pas du tout d'attaquer le capitalisme, de réduire le temps de travail et de créer des emplois. C'était les objectifs. Et les scénarios, ils étaient assez larges, mais disons que le bilan des 35 heures en termes de création d'emplois, 350 000 emplois créés au moins d'après les estimations, on est dans un bilan plutôt positif qui était à peu près dans la moyenne des prévisions. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question finalement de est-ce qu'on a créé du temps libre, hein ? Et donc, comme ça a été très étudié, il y a eu des enquêtes auprès des employeurs dont je ne vais pas parler parce que je n'ai pas le temps. Il y a eu des enquêtes auprès des salariés. Et ces enquêtes auprès des salariés, elles nous apprennent plein de choses. Et si on avait continué à réduire le temps de travail ou au moins à renforcer cette politique des 35 heures, il y avait des choses à améliorer pour les salariés. Donc les enquêtes ont montré qu'une majorité des salariés étaient satisfaites, mais 59% seulement, finalement, c'est pas tant que ça. Que les plus satisfaits, c'était les parents de jeunes enfants. Et que sur les conditions de travail, on avait quand même une moitié de salariés qui ne déclaraient aucun changement, un quart une amélioration et un quart une détérioration. Et donc en fait, on s'est aperçu que les plus satisfaits, c'était les cadres et d'ailleurs les femmes cadres, parce qu'ils comptaient leur temps, etc. Et puis les plus insatisfaits, c'était les moins qualifiés, ouvrières et employés non qualifiés, et plutôt les femmes non qualifiées. Pourquoi on a des inégalités sexuées ? Parce que, en fait, quand on réduit le temps de travail en mettant en place des flexibilités, ces flexibilités, elles ont été très différentes. C'est-à-dire que pour beaucoup de cadres, ça a été de la réduction du temps de travail qu'on pouvait accoler des journées de RTT qu'on pouvait choisir d'accoler au week-end ou au congé. Bon, je caricature, ça n'a pas été Byzance pour tous les cadres, mais pour beaucoup de salariés parmi les moins qualifiés, il y a eu une flexibilité plus grande, des délais de prévenance plus courts, et donc une très grande difficulté à organiser la vie quotidienne, surtout avec des enfants, parce qu'être prévenu la veille pour le lendemain qu'on va terminer à 18h ou 19h, c'est très compliqué quand on n'a pas les moyens de payer une babysitter. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer du bilan des 35 heures ? Sur l'emploi, rien à dire, mais ce n'était pas une politique de temps libre. Et donc, le temps hors travail, il n'a pas toujours été du temps libéré, du temps libre, en tout cas pas pour tout le monde. Et il a été vécu très différemment selon qu'il était maîtrisé ou non. Et donc, voilà. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'il faut sortir les politiques de réduction du temps de travail des politiques de l'emploi, mais en tout cas, sans doute en faire des politiques transversales pour que la réduction du temps de travail, ça soit pas pour les catégories les plus vulnérables de salariés, du temps où on reste plus ou moins à la disposition des employeurs, où on est mis sous pression. Voilà, donc ça c'est vraiment des questions importantes. Je m'arrête là, je suis trop longue. Merci Anne. Je vais passer la parole à Audrey et ensuite on pourra échanger avec la salle. On fera circuler le micro pour avoir vos questions. Bonjour à toutes et à toutes. À toutes et à tous. Audrey Fisnecker, oui, le lapsus. Donc moi, je suis journaliste économique et sociale et je m'intéresse aux débats sur la réduction du temps de travail qui sont davantage d'actualité. Donc on vient de voir l'aspect historique avec mes camarades et du coup voilà, moi j'essaye de m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui tout en sachant que lors des dernières décennies comme l'a rappelé Anne tout à l'heure, on a davantage une conception du temps de travail vers la flexibilité
du temps, et c'est davantage tourné vers la maximisation des profits pour les entreprises, un peu répondre au travail à la carte en fonction du carnet de commandes. Voilà, c'est vraiment le recours à l'intérim, la possibilité de dépasser le temps maximal de travail pour voilà, répondre au carnet de commandes, parfois au détriment des conditions de travail pour les travailleurs et les travailleuses. Et aujourd'hui, avec notamment la pandémie de Covid-19 ou en France la réforme des retraites, on a le retour de ces questions autour de la réduction du temps de travail. Et ça, on le voit notamment dans les sondages. Donc, si on regarde la France, il y a beaucoup de Français et de Françaises qui disent aujourd'hui ne pas se voir travailler plus longtemps. Aussi, d'autres sondages montrent que les Françaises et les Français, à choisir, ils préféraient avoir davantage de temps libre plutôt que de gagner plus. Et ça, c'était pas forcément le cas lorsqu'on faisait des sondages il y a 15 ans, par exemple. Donc l'ère du travailler plus pour gagner plus, elle est derrière nous, réellement. Et donc, dans cette période où l'on reparle de la réduction du temps de travail, il y a plusieurs dispositifs, plusieurs réflexions qui émergent. Moi, j'ai choisi de mettre l'accent sur 2 dispositifs, notamment en France. D'abord, le compte épargne temps universel. Voilà, c'est l'idée d'une banque de temps qui n'est pas nouvelle, hein, c'est quelque chose qui existe et qui est dans les débats depuis déjà un moment. Mais aujourd'hui, donc, on a un compte épargne-temps dans les entreprises. Alors, c'est pas partout. Dans les TPE, PME, il n'y en a pas beaucoup. Le portage entre une entreprise ou l'autre, ou entre le privé et le public est compliqué ou ne se fait pas. Les salariés indépendants, les indépendants n'y ont pas accès. Donc on a cette idée d'un compte épargne-temps universel, c'est-à-dire qu'on pourrait épargner des congés payés et des RTT pour les utiliser plus tard et avoir plus de temps libre, qui revient sur le devant de la scène, et notamment avec la réforme des retraites. Donc, lors des assises du travail un peu plus tôt cette année, ou même dans la lettre de cadrage d'Elisabeth Borne, il y a une ligne discussion autour du compte épargne-temps universel, qui est notamment quelque chose qui est porté par la CFDT. Donc ça va revenir à l'agenda social cet automne. Et l'autre dispositif de réduction du temps de travail sur lequel je voulais insister, c'est la semaine de 4 jours. Donc le dispositif qui est assez répandu en France, enfin pas en France, mais on va y revenir, dans le monde et en Europe. Alors j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a plusieurs formules de la semaine de 4 jours. On a le dispositif comme ce qui existe en Belgique par exemple, où en fait on a des journées à rallonge de 9h30 où on essaye de faire rentrer toutes les charges de travail sur 4 jours. Donc ça, c'est pas vraiment une réduction du temps de travail. Et on a une autre formule qui est un peu plus répandue, qui est la semaine de 4 jours avec réduction effective du temps de travail. Donc par exemple, on passe à 32 heures. Et là, en fait, c'est une formule qu'on peut résumer par le leitmotiv 100-80-100. À savoir 100% du salaire, 80% du temps de travail et 100% de la productivité. Et donc cette semaine de 4 jours, elle est un petit peu répandue un peu partout dans le monde à l'initiative de différents acteurs. Au Royaume-Uni, par exemple, c'est des ONG qui sont derrière. En Belgique, au Portugal ou en Italie, là, c'est davantage le gouvernement. En Allemagne, c'est davantage les syndicats. En France, c'est plutôt à l'initiative des entreprises. Donc ça se fait au cas par cas, il n'y a pas de politique globale. Donc c'est les employeurs qui poussent pour mettre en place cette semaine de 4 jours. Avec ce que je vous disais, les 100% de productivité. Et ça peut poser des problèmes. Pourquoi ? Parce que faire rentrer en 4 jours le travail de 5 jours, ça peut pousser à des risques psychosociaux, ça peut pousser à davantage de pression, ça peut pousser à du surmenage, du stress, une polyvalence aussi supplémentaire, parce que si ma collègue ou mon collègue n'est pas là un jour, il faut que je réponde à ses coups de fil ou que je puisse répondre à ses clients, etc. Donc voilà, je prends l'exemple d'une entreprise lyonnaise qui est passée à la semaine de 4 jours. Ce qu'ils ont vu, c'est que sur le 5e jour, le jour off, en fait, 2/3 des personnes, sur la centaine de personnes ayant passé à la semaine de 4 jours, 2/3 travaillaient
sur leur jour off au moins 1h30. Donc voilà, ça pose aussi des questions sur la charge de travail. Et alors j'y viens, comment faire pour limiter justement ces risques ? Alors plusieurs choses à avoir en tête pour bien passer à la semaine de 4 jours. La première, c'est, et ça paraît un peu logique quand on le dit, mais pas forcément, c'est d'impliquer les travailleurs et les travailleuses au dispositif dès le début. C'est-à-dire, on va les consulter sur quel jour off ils souhaitent, sur l'organisation des réunions, sur voilà, l'emploi du temps, etc. En plus, ça permet de réinstaurer de la démocratie dans l'entreprise et c'est pas plus mal. Une autre chose, c'est qu'il faut une phase de test, de transition. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et il ne faut pas avoir peur de revenir sur le dispositif, sur les retours de certains, de certaines, pour ajuster en cours de route. Et une caractéristique très importante pour bien passer à la semaine de 4 jours, c'est le dialogue social. Donc impliquer les partenaires sociaux permet vraiment de garantir l'équilibre entre les bénéfices pour les travailleurs et les travailleuses et les bénéfices pour l'entreprise. Et ce dialogue social, ce rôle des partenaires sociaux, ça peut être très concret dans l'accord d'entreprise, par exemple, inscrire voilà ce que nous garantit notre droit à la déconnexion. Par exemple, on n'envoie pas de mail le jour off, ou pas de mail après 18h, ou les réunions importantes, elles ne se font pas le jour off, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment très concret. Enfin, une autre chose qui est importante, et je l'ai dit un petit peu en filigrane jusqu'ici, c'est que réduire le temps de travail sans réduire la charge de travail, c'est un non-sens. Parce qu'on va vers du surmenage, on va vers du stress, vers des risques psychosociaux si on en demande plus aux gens sur 4 jours. Il faut bien avoir en tête que le dispositif, c'est la semaine de 4 jours et pas la semaine en 4 jours. Voilà, il y a une petite nuance. Et là, je reprends mon exemple de l'entreprise que je vous citais avant, qui est passée à la semaine de 4 jours. Eux, ils ont essayé d'adapter leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils ont réduit le nombre de clients, mais ils ont ciblé des plus gros clients. Donc, ils ont essayé de réfléchir à une stratégie, à comment réduire la charge de travail tout en gardant voilà, une productivité ou un retour sur investissement, quoi. Et là, ça nous amène à une philosophie, en fait, à aller encore plus loin, une conception encore plus profonde de la semaine de 4 jours, qui est, si on réduit la charge de travail vraiment pour les travailleurs et les travailleuses, tout en gardant la productivité pour l'entreprise, est-ce que l'une des solutions, ce ne serait pas d'embaucher davantage ? Et là, on revient à la logique de partage de travail dont nous parlait Anne tout à l'heure avec les 35 heures. À une dimension davantage collective plutôt qu'individuelle. Alors aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Les entreprises, toutes celles que j'ai pu étudier, j'en ai étudié quelques-unes, n'ont jamais embauché davantage de personnel, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est des gains de productivité, c'est réduire des coûts, c'est ne pas embaucher. C'est aussi un argument d'attractivité pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on va parler de la semaine de 4 jours pour attirer des candidates et des candidats dans des secteurs qui ne sont pas forcément très attractifs. Donc on n'est pas du tout, on est sur une vision très managériale du dispositif. Ça fait bien pour la marque employeur, mais c'est pas forcément voilà, une logique de partage du travail. Et du coup, c'est compliqué de se dire qu'on pourrait aller vers une philosophie comme plus collective, plus vertueuse pour les travailleurs et les travailleuses, si on n'a pas derrière des politiques plus globales, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a vraiment un dispositif qui est présent au cas par cas, et du coup, sans incitation financière, peut-être comme pour les 35 heures, c'est difficile d'imaginer un changement de paradigme. Mais voilà, on peut se poser la question, est-ce que le dispositif de la semaine de 4 jours doit bénéficier uniquement au patronat ? Et je voulais juste rajouter un dernier point pour conclure sur la semaine de 4 jours. Elle pourrait être aussi vertueuse pour la réduction des inégalités. Alors ça dépend encore une fois comment la semaine de 4 jours est menée, mais voilà, pour les personnes et
très souvent c'est des femmes qui ont usage au temps partiel, au 4/5e, passer à la semaine de 4 jours, donc avec le paramètre 100% du salaire, ça permettrait d'avoir un jour supplémentaire dans la semaine et donc réduire les inégalités entre les personnes qui sont en 4/5e et celles qui sont aujourd'hui à temps complet. Il y a aussi un autre argument pour la réduction des inégalités, qui est celle on l'a beaucoup entendu avec le Covid, ces personnes qui en fait sont obligées d'aller au travail, qui ne peuvent pas faire de télétravail. La semaine de 4 jours, ça pourrait être un moyen de compenser le télétravail qui n'est pas possible pour certaines personnes. Et là, on revient aussi à la logique de embaucher plus. Enfin, et c'est aussi d'actualité, la semaine de 4 jours, elle pourrait permettre peut-être de soulager des conditions de travail pénibles. Et là, je pense notamment aux seniors qui en fin de carrière sont parfois écartés pour des raisons de santé. Donc voilà, c'est pas la seule solution évidemment face à la pénibilité des conditions de travail, mais ça pourrait aussi limiter un petit peu les conditions pénibles. Donc voilà, encore une fois, donc la semaine de 4 jours, ça dépend comment elle est menée. Il faut vraiment impliquer les travailleurs et les travailleuses, veiller à un dialogue social fort pour que ce soit vertueux et pour que ce soit un dispositif de justice sociale qui ne bénéficie pas que au patronat. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de dimensions au sujet. Celui-là ? Je ne sais pas. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de dimensions au sujet. Notamment, il y a beaucoup de tensions entre intensification du travail et temps libre. C'est-à-dire que le paradoxe qu'on voit, que ce soit avec les 35 heures, parfois avec la semaine de 4 jours, c'est que parfois, on peut baisser le temps de travail, mais ça augmente le temps contraint. Pourquoi ? Parce que si on augmente l'intensification du travail sur moins de temps, on est complètement séché et donc on passe beaucoup plus de temps à se reposer, à ne rien pouvoir faire faute d'énergie. Donc en fait, au final, on a un peu perdu du temps en voulant gagner. Donc il y a vraiment des réflexions fines à avoir là-dessus. Il ne faut pas juste opposer temps soumis au capital, pour ainsi dire, et temps émancipé. Il y a de ça, mais pas seulement. On a aussi beaucoup parlé donc, des théories du temps partiel, des inégalités hommes-femmes, c'est revenu sans cesse dans les exposés, et puis de la place des politiques publiques, avec une tension fondamentale entre temps individuel et temps collectif, parce qu'à chaque fois qu'on libère du temps, ça favorise aux individus de fait, puisque le temps est attaché à l'individu, mais en fait, derrière, il faut penser des politiques globales à l'échelle de la société, que ce soit de qu'est-ce qu'on fait de son temps, ou comment on fait pour aller vers l'autre dans ce temps, et créer du temps civique, pour ainsi dire. Alors, on va laisser passer le micro pour prendre vos questions en essayant de respecter la parité. Un homme, une femme, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'aurais une question sur les rapports de classe qui existent par rapport à ce rapport au temps libre et les rapports à la géographie, donc entre ruralité, urbanité, quartier populaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences notables ? Vous avez évoqué quelques petites choses, mais j'aimerais bien que vous détailliez. Merci. Bonjour. Moi, je voudrais faire une remarque, c'est une remarque-question d'ailleurs, sur la question de la notion du temps de trajet entre le temps de travail et le retour à la maison, parce que même en ayant réduit le temps de travail, la problématique à laquelle sont confrontés et confronté tout le monde, c'est les temps de trajet qui s'allongent et qui bouffent du temps libre, en fait, tout court, du fait de la cherté du logement ou de l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile, etc. etc. Donc ça, c'est une question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Et la deuxième chose, c'est que j'ai une remarque sur la notion de 32 heures. Je suis tout à fait d'accord, à condition que ce soit vraiment des vrais 32 heures de temps de travail et à condition que derrière, on n'augmente pas la charge. Mais pour se battre là-dessus, je pense que, moi, je ne vois pas autrement comme d'imposer cette question-là par la loi, parce que la négociation dans les entreprises est extrêmement difficile, les syndicats sont considérablement affaiblis, et aussi parce que
au niveau européen, ils mettent en place dans les textes, notamment dans des règlements sur lesquels on ne peut pas revenir et non pas dans des directives, des notions de temps de travail qui sont encore beaucoup plus flexibles et beaucoup plus du style, on met les 60 heures, par exemple, dans mon domaine, dans le transport, et une fois que ça c'est fixé, derrière les employeurs l'utilisent face à des syndicats, des représentants syndicaux qui ne sont pas toujours au courant des notions de droit du travail en France et des valeurs qui sont mieux disantes. Et donc, du coup, on se retrouve avec une augmentation du temps de travail la plupart du temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport aux règles aussi qui sont fixées en Europe? Moi, je pense qu'il faut se battre contre ça aussi. Voilà, merci. Bonjour, merci pour vos interventions et toutes les informations que vous nous avez apportées. Moi, je voudrais revenir sur quelques points sur le temps libéré. Alors, il y en a un, ça va paraître très ancien, mais c'est Aristote qui disait qu'il ne peut pas y avoir de démocratie parce que les travailleurs, ils n'ont pas le temps de se former, de devenir civiques, citoyens à temps plein parce que ils doivent bosser, il y a des gens qui doivent produire la nourriture, il y a des gens qui doivent entretenir la baraque, etc. Et que ce ne serait possible. Alors lui, sa solution, c'est l'esclavage. Nous, notre solution, je trouve que le partage du temps de travail, ça serait une meilleure solution et que ce temps libéré puisse être un temps démocratique. C'est quelque chose quand même sur lequel, à la France insoumise, on est quand même un peu attaché. C'est le fait que tout le monde puisse avoir la possibilité de s'investir dans une vie citoyenne. Le deuxième point, ça va être vraiment la question écologique. On travaille énormément, les travailleurs sont pressurés comme pas possible, la planète est pressurée comme pas possible. Et il y avait la vieille expression partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. C'est en train de péter. Donc je trouve que d'un point de vue écologique, c'est une nécessité. Les 32 heures, pour moi, c'est vraiment une étape. On peut passer 32 heures, semaine de 4 heures, mais on peut viser beaucoup plus loin dans le partage du temps de travail. Et le troisième, c'est pour un philosophe plus contemporain, ça va être notre regretté Graeber, qui a beaucoup théorisé sur les bullshit jobs, les métiers ne servant à rien, de manière relativement objective, qui n'empêche pas le fait que même si le métier ne sert à rien, on s'épuise à le faire. Donc avoir une réflexion globale sur supprimer même certains emplois qui ne servent à rien et faire en sorte que les travaux nécessaires soient vraiment partagés, je pense que ça pourrait permettre de régler énormément de questions, que ce soit d'un point de vue démocratique, d'un point de vue d'égalité par rapport au genre et d'un point de vue écologique. Voilà. Bon, merci pour cette discussion. Moi, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses que vous avez dites qui m'ont beaucoup intéressée, notamment sur le bilan des 35 heures. Parce que c'est peut-être une vieille histoire, mais ça va nous revenir dans la figure comme un boomerang. Parce que ce qui s'est passé au moment de la négociation des 35 heures, c'est que, comme vous l'avez dit, le temps de travail a été réduit, mais en corollaire, il y a eu une modération des salaires dont on a encore aujourd'hui les conséquences. Ça a été un tournant par rapport au salaire. Moi, c'est mon point de vue, hein, je le défends comme ça. Et donc, c'est quand même un problème important par rapport à la sécurité sociale aussi. Et il y a un aspect que vous n'avez pas abordé. Vous avez dit que les cadres, ils étaient favorables aux 35 heures. En fait, c'est plus mitigé que ça. Parce que même s'ils ont dit « ouais, on est content », quand on voit aujourd'hui le développement des risques psychosociaux, on voit que ceux-ci se répandent chez les cadres. Il ne faut quand même pas oublier que le Code du travail indique qu'on a le droit sur 24 heures à 11 heures de repos. Donc les cadres au forfait, le forfait a été imposé par la loi des 35 heures, et ben, ils sont taillables et corvéables. Ils ont 14 jours de congé, ok, mais ils sont taillables et corvéables à merci sur les 24 heures. Ils peuvent avoir 13 heures de travail. Voilà. Bon, donc c'est pour insister sur les pièges. Et ce que je voudrais dire aussi, il y a deux autres pièges que je relève dans la discussion, l'histoire du compte épargne-temps. Parce que ça, c'est bien gentil. Le compte épargne-temps, c'est des petits jours qu'on se met de côté pour plus tard. Bon, alors qu'aujourd'hui, il y a eu cette loi sur les retraites qui prolonge la durée du temps de travail dans la vie, dire aux gens, mettez-vous des petits jours de côté parce que comme ça sera moins dur pour votre vieillesse, c'est renoncer
à la réduction à revenir en arrière sur la réforme des retraites. On ne peut pas dire qu'on veut l'abrogation de la réforme des retraites, et moi je fais partie de ceux, je pense qu'on est assez nombreux à se dire que faut continuer sur cette ligne, et puis dire ah ben non, faut quand même économiser quelques jours. Et troisième truc, et après je m'arrête, c'est sur la question que soulevait Madame, qui est super importante, la question des accords. Parce que on se rapproche dans ce cadre-là des conventions collectives et du Code du travail. C'est-à-dire que les conventions collectives, c'est des accords de branche. Et le fait que le gouvernement ait réussi à inverser la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que les négociations dans l'entreprise priment sur les négociations nationales, fait que si on négocie la question du temps de travail dans l'entreprise, c'est finalement le syndicat de l'entreprise, les salariés de l'entreprise qui vont se retrouver sous pression de l'employeur localement, alors que quand toutes les questions de durée hebdomadaire de travail et de congé étaient négociées auparavant, c'était au niveau des branches, donc avec la force des branches de la métallurgie, tout ça, je ne vous fais pas un dessin. Voilà, donc bon, moi j'ai été intéressée, mais je voulais apporter des petits compléments parce qu'il y a des pièges dans tout ça. Voilà. Merci. On va d'abord répondre à ces 4 questions. Anne, je vais te passer. Voilà, on va simplement passer le micro et puis chacun rebondira comme elle l'entend. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses sur les rapports de classe. Je vais peut-être laisser mes collègues répondre, mais bon, voilà, c'est évident que les questions de temps libre ne se posent pas pareil selon les catégories. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui ressort de nos interventions. Sur la question des règles fixées en Europe sur le temps de travail dans les transports, quand même, sur le temps de travail pour l'emploi salarié, c'est la loi en France qui le fixe. Alors, voilà. Est-ce que dans le transport, je ne sais pas si vous vouliez parler de l'emploi indépendant, enfin voilà. Donc là, je ne sais pas précisément de quoi vous voulez parler. Donc j'ai du mal à répondre sur cette question-là. Quelqu'un a évoqué à la fois la démocratie et l'écologie. Alors je pense que ça, c'est des questions très importantes que les politiques de temps de travail ne peuvent pas entièrement les résoudre. Mais bien sûr, la question de l'écologie, ça nous oblige à penser différemment. J'ai parlé de la productivité. Enfin voilà, tous ces réglages auxquels on pense quand on réduit le temps de travail. C'est vrai qu'avec les impératifs du climat, de l'écologie, peut-être que, alors les économistes ne sont pas prêts à y renoncer, en tout cas pas tous, mais peut-être qu'on devrait être moins enclin à se dire que la croissance du PIB est importante, que les gains de productivité sont importants. Voilà, donc là c'est clair qu'il faudrait penser autrement et que pour l'écologie, c'est vrai que réduire le temps de travail, ça permettrait aussi d'accompagner une transition écologique, peut-être aussi de travailler plus nombreux dans des emplois plus écologiques. Enfin voilà. C'est une question un peu différente de celle des politiques de temps de travail et du temps libre. En tout cas, ça les déborde parce que voilà. Sur la démocratie, il me semble que la réduction du temps de travail, ça pourrait effectivement donner plus de temps pour participer. Encore faut-il que les gens soient motivés par le débat démocratique, qui est certainement une question qui se pose aux partis, que moi, économiste, je suis mal placée pour résoudre. Par contre, je pense fondamental que sur les questions de baisse du temps de travail, il y ait un débat démocratique dans la société. Je pense que c'est des questions très importantes et je pense qu'il faut se les approprier. Voilà, je m'arrête là-dessus. Il y a eu des questions importantes sur lesquelles je voudrais réagir parce que je ne suis pas toujours d'accord. Les 35 heures, il y a bien eu une modération des salaires. La modération des salaires, bien sûr, aujourd'hui, on en paye le poids, notamment d'ailleurs dans la fonction publique, mais ça a démarré bien avant les 35 heures. La politique de rigueur, le tournant de la rigueur, c'est la gauche, c'est 83-84, mais depuis,
on a une modération salariale qui s'est jamais démentie. Il y a eu un gel des salaires juste après les 35 heures, mais après, il y a eu comme c'était une période de croissance, il y a eu de nouveau des remontées de salaire. Sur les cadres au forfait, oui, quand j'ai dit les cadres étaient favorables aux 35 heures, c'est le cas majoritairement. Bien sûr, ils n'ont pas tous bénéficié du jour de RTT qu'on peut accoler aux vacances. Il y a effectivement le problème des forfaits jours. Voilà, il y a des cadres pour lesquels les 35 heures n'ont pas amélioré la situation. Et puis enfin, la question de l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors ça, c'est pas non plus lié aux 35 heures. C'est-à-dire que l'inversion de la hiérarchie des normes, ou plutôt la décentralisation des négociations sur le temps de travail, ça date des lois Auroux. C'est 82. Donc depuis 82, on peut négocier, par exemple, dans les entreprises, l'annualisation du temps de travail. Et donc, de ce point de vue-là, alors c'est pas tant la hiérarchie des normes qui est remise en cause que le principe de faveur. C'est-à-dire qu'on peut négocier des accords dans les entreprises qui ne sont pas forcément favorables aux entreprises. Typiquement, l'annualisation. L'annualisation du temps de travail, c'est des heures sup qui ne sont pas rémunérées, puisqu'on les récupère. Donc, finalement, le temps de travail, ça a été une question un peu pionnière et pour cette décentralisation des négociations qui n'est pas favorable aux salariés. Et effectivement, au moment des 35 heures, ça a été une réduction négociée du temps de travail au niveau des entreprises. Et au niveau des entreprises, ce qu'on a négocié, c'est la flexibilité. Et là, effectivement, cette flexibilité, elle n'est pas toujours avantageuse. Pourquoi ce n'est pas avantageux de négocier au niveau de l'entreprise ? Parce que c'est le lieu où les syndicats sont en position de faiblesse et peuvent se voir imposer soit des décisions, soit du chantage. Vous acceptez ça ou on licencie, par exemple. Voilà, je m'arrête là. Je n'ai pas répondu à la question. Merci. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur le compte épargne-temps dont vous parliez, madame. Et effectivement, le fait de le noter dans l'après-réforme des retraites, l'après, on va dire, dans les négociations aujourd'hui à l'agenda social de la part du gouvernement, c'est effectivement un moyen aussi de vouloir avancer, de passer à autre chose. Mais il est clair que ce n'est pas suffisant et que ce n'est pas la solution à toutes les problématiques de réduction du temps de travail. Donc voilà, le compte épargne-temps universel, ça peut être un dispositif dont on peut parler aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une vision beaucoup plus globale de réduction du temps de travail, pas que sur la semaine, pas que sur l'année. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et lancer le débat aussi au niveau de toute sa vie de travail. Vous parliez avant d'imposer par la loi la réduction du temps de travail. Donc voilà, le CETU, le CETU, le compte épargne-temps universel, c'est pas effectivement, c'est un moyen aussi de détourner l'attention, je pense, après la réforme des retraites, mais c'est pas la solution à tout. Oui, quelques points, là peut-être moins en tant qu'historienne qu'avec une perspective plus stratégique. Moi je crois que en fait ce que ça ouvre d'ailleurs nos interventions et les vôtres, c'est l'idée selon laquelle envisager seulement une politique de réduction du temps de travail en mode one shot dans le système dans lequel on est aujourd'hui, dans le contexte néolibéral dans lequel on est aujourd'hui, c'est... être susceptible d'être récupéré d'une façon ou d'une autre, comme le fait le capitalisme dans sa phase néolibérale. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas développer des revendications, et la récupération, c'est toujours quelque chose qui... Excusez-moi, à laquelle on peut être susceptible d'être confronté, mais je pense que c'est important d'insérer ces politiques du temps libre et de réduction du temps de travail dans une appréciation plus globale. C'est pour ça que moi je voulais j'ai conclu sur le cadre de vie, comme c'était pensé dans les années 68. Aujourd'hui, on dit plus trop ça, cadre de vie, mais ça renvoie à l'idée de l'enjeu écologique, ça renvoie à l'idée de la ruralité, ça renvoie à l'idée du temps de transport, et du coup ça s'accompagne en définitive nécessairement, par exemple, ces politiques de réduction de temps de travail par un développement massif des services publics. Donc hier, il y avait un débat sur femmes et ruralité qui était super. Évidemment, le temps de trajet est décuplé.
Et en fait, à quoi ça correspond à l'absence de services publics de proximité, l'absence de gares. Et du coup, forcément, ça pose des questions écologiques. C'est-à-dire que si on n'a plus de gare, hier, les camarades disaient, alors attendez, en Ardèche, je crois, alors je vais peut-être me tromper, mais il n'y a plus de gare. Moi, j'ai trouvé ça dingue. En Ardèche, il n'y a plus de gare. Et ben, évidemment, du coup, forcément, ça a des effets sur le temps libre, puisque il faut, du coup, il n'y a plus de possibilité de se déplacer, et du coup, ça a aussi des effets écologiques, puisqu'il s'agit de prendre la voiture, il s'agit de s'organiser, c'est de la charge mentale, c'est de la contrainte en permanence, et c'est du travail aussi émotionnel au quotidien, de comment est-ce qu'on va s'organiser avec sa mère, sa sœur. Enfin, c'était de ça dont il était question, et je pense que ça joue de la même manière aussi dans les quartiers populaires, l'absence des services publics de proximité qui du coup nécessite après un temps de déplacement, voilà. Et puis enfin, évidemment, mais bon, ça pose aussi la question du travail. Enfin, on parle là de la réduction du temps de travail, mais moi j'ai beaucoup insisté sur la question du travail domestique. C'est aussi pour ça que c'est totalement lié aussi, la construction de ces services publics de proximité. Et du coup, je crois qu'il faut aussi qu'on ait dans la tête que la réduction du temps de travail professionnel, elle doit du coup être reliée à des politiques plus globales de services publics de proximité, puisque c'est aussi une façon justement de régler la question, d'apporter des solutions, en tout cas de réfléchir notamment au sort des femmes de classe populaire aujourd'hui, et donc de quel type de travail on parle, et de aussi la réduction en fait de ce travail domestique gratuit qui est largement approprié en fait par le système dans lequel on vit. Alors moi j'aimerais tirer deux axes, deux idées de toutes les questions qui ont été posées à mon sens. D'abord, c'est un problème de définition trop restrictive de temps de travail. Parce qu'en fait, ce qui touche beaucoup de classes populaires, notamment, c'est la création de plein de temps contraints en plus du temps de travail. Par exemple, les serveurs et les serveuses. Les serveurs, quand on les fait travailler officiellement de midi à 2, puis ensuite de 18 à la fin de la nuit, en fait, il y a cette période au milieu de la journée de quelques heures où ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ou alors ça ne sert à rien, ou alors ils vont faire 2 fois dans la même journée le même trajet, ça n'a pas de sens. Les femmes de ménage, pour les invisibiliser, qu'on oblige à venir à 5h du matin ou à 6h pour laver l'immeuble parce qu'on ne veut pas les voir, cette domination spécifique-là aux femmes de ménage, évidemment que ça déstructure ensuite leur journée. Elles voient moins leurs enfants, c'est plus compliqué, vous devez prendre les transports extrêmement tôt, et donc ça crée plein de problématiques de temps contraint qui sont spécifiques à cette forme-là de travail infériorisé dans notre société et qui sont réservées aux classes populaires. Donc il faudrait peut-être aussi réfléchir effectivement à travailler non pas seulement sur la réduction du temps de travail, mais aussi comment faire pour qu'il n'y ait pas des formes de temps de travail qui démultiplient le temps contraint dans la journée des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question démocratique et écologique, ça pose une question qui est liée à la réduction du temps de travail, mais qui est essentielle pour éviter que ce nouveau temps de travail soit aliénant, parce que c'est possible, notamment s'il est réduit à des activités très individualisées, ça peut être du temps aliénant. C'est la question du ralentissement dans la vie, ralentissement de la production, c'est le pan écologique, mais aussi ralentissement des activités en général, parce que pour créer du temps civique, du temps collectif, pour donner envie aux gens d'avoir de la démocratie, pour que ce temps libre ne soit pas seulement ce qu'on appelait un amusement de la démocratie, pour éviter ça, il faut aussi donner du temps aux gens de penser, de se parler, d'aller dans le tissu associatif, etc. Donc, fatalement, il faut ralentir. Il faut à la fois ralentir la manière dont on, entre guillemets, consomme nos activités et puis ralentir dans le temps de travail. Je terminerai avant de vous remercier, parce qu'il va être 15h, je terminerai en disant que moi, je suis d'accord avec les camarades qui ont parlé et qui ont dit qu'il fallait imposer par la loi. C'est-à-dire qu'il me semble qu'une des grandes défaites des 20-30 dernières années, c'est qu'on a beaucoup trop voulu inciter, pousser etc., à la place de dire c'est comme ça. Alors il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que oui, interdire des activités, ça va être nécessaire, obliger à baisser le temps de travail par des lois cadres qui disent
comme on l'a toujours fait, je l'ai dit, depuis les années 1830 en fait. Donc c'est pas une nouveauté, et en fait toutes les sociétés humaines ont fonctionné comme ça. Hein. On a interdit en disant, bon, on était à la journée de 12 heures, on passe à celle de 10, on passe à celle de 8. J'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui on est à 10 heures, avec des exceptions qui peuvent faire monter à 12 heures. Ça veut dire on a perdu les avantages de 1919, hein. Et j'attire votre attention qu'à l'échelle européenne, la semaine, c'est 48 heures. Donc il y a encore des combats à faire, et ces combats, ils passent par des lois cadres qui imposent aux entreprises, sans exception, ou en encadrant au maximum les possibilités d'exception, ces questions-là. Et la loi est évidemment là-dedans un outil qui doit reprendre, à mon sens, sa centralité dans notre dispositif légal, y compris dans la hiérarchie des normes. Et donc je vous remercie beaucoup pour ce moment que vous avez passé avec nous.